Bonjour, je suis Jean-Philippe Mounier de l'Agence régionale de développement économique. Je travaille sur la filière matériaux et procédés et j'appartiens à la direction opérationnelle innovation. Je voudrais vous remercier d'être présent sur ce webinaire qui est dédié donc à la protection des surfaces et à la maîtrise des risques infectieux. Je vais ouvrir ma webcam juste quelques secondes de façon à ce que vous puissiez me voir. Simplement quelques règles habituelles pour un webinaire. Vous êtes tous les participants, vous êtes en mode muet pour éviter bien évidemment les nuisances sonores. Vous avez la possibilité de poser bien sûr des questions via l'outil chat dans le panneau de configuration que vous avez, sachant que ces questions seront reprises après les 3 présentations qui sont prévues pour ce webinaire. Nous aurons à peu près approximativement 30 minutes pour les traiter. Et la vidéo de ce webinaire sera disponible sur le site web de l'agence ADOC. On vous donnera le lien lors de l'envoi du questionnaire de satisfaction que nous serions que je souhaiterais que vous puissiez nous rendre après ce webinaire. Je remercie aussi les personnes d'ADOC, Caroline et Audrey, d'avoir aidé à constituer, à créer ce webinaire. J'en viens donc à la présentation du programme. Donc, c'est un webinaire dédié à la protection des surfaces, la maîtrise des risques infectieux. Je vais présenter très rapidement l'agence ADOC et les actions qu'on mène sur cette thématique. Vous aurez une intervention de Christine Roch, qui est professeure au laboratoire de génie chimique, qui a d'autres casquettes, plein d'autres casquettes, et qui vous évoquera tout ce qui est la protection des surfaces et surtout sa spécialité qui est les évolutions réglementaires et normatives qui sont attendues dans ce domaine avec ce projet de norme ISO. Et vous aurez aussi une présentation par la suite de Loïc Marchin, qui est donc PDG de la société Pilot, qui développe une technologie de protection naturelle antimicrobienne et les premières applications industrielles actuelles. Et je finirai par vous présenter notre projet un petit peu de plateforme dédié à l'expertise matériaux microbiologie, projet naissant et pour lequel nous souhaiterions enregistrer des participations possibles d'entreprises. Pour parler je vais couper ma webcam. Pour parler de l'agence ADOC, très rapidement, c'est l'agence régionale de développement économique qui est donc présidée par Carole Delga, qui est essentiellement financée par la région Occitanie, avec un métier, en tout cas une ambition, c'est de faire connaître la région Occitanie, accroître son attractivité au niveau national et international, faire venir chez nous des industriels et bien évidemment aussi de façon endogène, accompagner des entreprises dans leur démarche de développement, potentiellement à chaque étape de leur vie. Les métiers que nous avons, que nous adressons essentiellement, je vais plutôt spécifier sur les entreprises. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est de l'attractivité. On essaie d'avoir des prospections d'investisseurs, on essaie d'implanter des nouvelles entreprises. C'est un métier très difficile à l'heure actuelle au vu de la concurrence entre les régions, en favorisant aussi par exemple la promotion de sites d'accueil. Nous avons une partie qui est dédiée aux entreprises pour les aider à conquérir des marchés vers l'export avec de la prospection d'acheteurs. Il y a pas mal de promotions de savoir-faire et de produits d'entreprises régionales qui sont faites à France et à l'international à travers la marque que vous connaissez, je pense tous, Sud de France. Vous avez aussi des gens qui sont donc dédiés au métier de la croissance. Il s'agit donc d'endogènes toujours, d'entreprises qui ont soit des projets de création, d'investissement, de levée de fonds, qui sont donc possiblement accompagnés par les équipes de la croissance. Moi, j'appartiens donc à la direction opérationnelle innovation. Je prendrai juste un peu plus de temps pour le détailler tout à l'heure. Simplement, je tenais à préciser, vous avez donc 2 flèches. La flèche réseau, en fait, ce métier et ces métiers que je vous décris, nous ne les faisons pas tout seuls. Nous avons tous les partenaires habituels qu'on va rencontrer, que ce soit des généralistes comme les chambres de commerce ou les chambres de métiers,
ou que ce soit des acteurs un peu plus spécifiés, par exemple pour les métiers de l'innovation, comme les pôles de compétitivité, les laboratoires, etc. Et puis, nous avons une présence dans tous les territoires, bassins d'emploi de notre région, qui nous permet un peu d'être structuré, émaillé sur l'ensemble géographique de la région. En ce qui concerne l'innovation, le métier qui nous amène, nous avons en fait, on nous demande d'être orienté sur deux axes. Un premier axe, c'est le présent. Et le présent, c'est être dans les entreprises, de structurer des projets d'innovation en mettant en place des diagnostics. Nous maîtrisons ces diagnostics depuis à peu près une quinzaine d'années, dans lequel on va rechercher un ensemble d'informations sur le volet technique, les volets juridiques, économiques, le volet managérial, souvent aussi important lorsqu'il s'agit de projets collaboratifs, afin de permettre de travailler à la réduction des risques. Et puis, bien évidemment, nous sommes très connus pour ça, l'orientation vers les financements publics. Bien évidemment, c'est vécu chez nous comme étant simplement la possibilité de réduire le risque financier adossé aux dépenses des projets. Toujours dans le présent, je n'en ferai pas trop cas aujourd'hui, ça sera plutôt mardi prochain lors d'un autre webinaire. Nous avons tout un métier de transformation des entreprises, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus le projet dans l'entreprise d'innovation, on va travailler la transformation d'entreprise. Donc, par exemple, le management de l'innovation, la transformation digitale, l'innovation managériale. Mais je ne vais pas m'étendre sur ces sujets. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est plutôt cette deuxième vocation que nous avons, qui est dédiée au futur. On demande aux chargés de mission de la direction opération d'innovation à DADOC d'avoir une vision et de travailler à travers des grands programmes comme la stratégie régionale d'innovation ou les filières émergentes, de travailler sur ce que seront les projets structurants pour surpasser les enjeux du futur en matière de besoins sociétaux. Voilà. Et dans ce cadre-là, nous avons nous avons donc commencé à travailler, j'y viendrai tout à l'heure, commencé à travailler sur un sujet dédié aux matériaux, à la microbiologie. Ça, c'est les filières que nous travaillons et juste les offres de transformation des entreprises, comme je vous parlais, management de l'innovation. Donc, nous avons des chargés de mission. Nous sommes une quinzaine de chargés de mission qui travaillent sur ces filières, qui sont les mêmes, bien évidemment, qui travaillent aussi sur les offres des transformations des entreprises. Voilà. Donc là, plus en détail, pourquoi ADOC est impliqué dans les projets dédiés aux matériaux et microbiologie? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la stratégie régionale d'innovation et du futur, de notre engagement ou de travailler sur le futur. Il y a la stratégie régionale d'innovation, on va dire, se sépare en 7 domaines qui s'appellent la spécialisation intelligente, dont un était matériaux et procédés pour l'aéronautique et les industries de pointe, sur laquelle nous travaillons avec mes collègues matériaux et procédés. Et dans le cadre de cette stratégie régionale d'innovation qui réunit des groupes de travail avec des pôles de compétitivité, des entreprises, des laboratoires, il y a eu un état des lieux, une étude sur les matériaux intelligents qui a été faite l'année dernière, en 2019. Et cette étude sur les matériaux intelligents a fait dégager deux axes. Un, la fonctionnalisation des matériaux visant certaines propriétés. Vous voyez que c'est assez large, mais vous voyez apparaître le terme antimicrobien, d'accord? Et une autre partie qui nous intéresse moins aujourd'hui, qui est, excusez-moi, l'intégration de capteurs pour contrôler les états de santé dans les matériaux. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau aussi. En gros, donc cette étude nous a amené à avoir une fiche action qui serait potentiellement de travailler sur la création d'un pôle d'expertise microbiologie. Vous trouvez aussi déjà qui sont déjà impliqués, qui sont d'ailleurs les personnes qui font partie des intervenants du webinaire aujourd'hui. Et je vous présenterai un petit peu plus en détail à la suite de l'intervention de Loïc Marchand, un peu plus d'éléments sur ce que l'on fait et nos attentes aussi vis-à-vis de la structuration de ce projet. Maintenant, je vais passer la parole à Christine Roch du laboratoire de génie chimique pour son intervention. Merci. Bonjour à tous. Donc, j'ai en charge de vous présenter un petit peu l'intérêt à la fois scientifique et pratique de cette notion de protection des surfaces, avec d'une part la dimension sociétale, quelles sont les attentes, et puis des aspects très pratiques, comment on peut considérer, gérer le risque de transmission, comment on peut anticiper
surtout dans le cadre de la pandémie qui existe actuellement, comment on peut anticiper le risque de transmission, et puis toute la partie évolution réglementaire ou normative, où on va le voir, les surfaces sont quand même un domaine très particulier sur lesquels on a pour l'instant un certain manque en termes de méthode d'évaluation et également d'aspect réglementaire. Diapositive suivante. Donc, en ce qui concerne la mécanistique et donc les attentes qu'on peut avoir, j'ai pris bien sûr comme exemple typique le domaine de la santé, où nous avons beaucoup de travaux qui indiquent quels sont les mécanismes de transmission des micro-organismes et derrière les risques qui peuvent exister. Donc, on voit ici sur ce schéma que à partir d'un sujet qui peut être infecté ou colonisé, on peut avoir donc transmission des micro-organismes, et c'est la partie basse, ce qu'on appelle un sujet susceptible. Et donc, on va pouvoir avoir d'une part une transmission via des surfaces qu'on dit bio, c'est-à-dire des personnes, et ça, on en a beaucoup entendu parler dans le cadre de la pandémie. Et également, on va avoir un risque de transmission par les surfaces et les différentes surfaces qu'ont touché les personnes. Et donc, c'est ce qu'on appelle les transmissions indirectes et tous les autres véhicules, l'air, etc., qui peuvent conduire à une dose infectante, ce qu'on appelle une dose infectante, au niveau d'un patient dans le secteur hospitalier, et le fait que ce patient devienne colonisé et éventuellement soit susceptible de développer une infection. Et comme je le soulignais, on voit bien dans la crise actuelle que cette notion de transmission, elle ne concerne pas que le secteur santé, elle concerne bien évidemment tous les secteurs, y compris donc tout ce qui est transport, l'agroalimentaire, etc. Diapositive suivante. Si l'on regarde cette problématique de dépôt des micro-organismes sur les surfaces, des données anciennes et même récentes ont été développées concernant la persistance des micro-organismes sur les surfaces. Et c'est le point majeur ici qui explique l'intérêt que l'on a à développer un travail sur ces aspects-là. On y reviendra aussi par la suite pour d'autres aspects. Vous avez ici une présentation d'un récapitulatif de travaux qui indique que nous avons une persistance potentielle sur les surfaces, à la fois des bactéries, donc MRSA c'est pour le staphylocoque doré résistant à la méticilline, et vous voyez qu'on a détecté une durée de vie qui pouvait aller de 48 heures à 9 semaines, mais également on va avoir le même principe avec d'autres bactéries, donc les entérocoques VRE, où on va jusqu'à 58 jours. Clostridium difficile, qui donc germe qui est responsable d'épidémies dans le secteur hospitalier, où la durée de vie peut aller jusqu'à 5 mois. Mais également, donc, cette persistance va concerner certains virus et également des levures comme Candida. Et même pour des bactéries qu'on considère fragiles à la dessiccation, c'est ce que j'ai souligné en bas de diaporama, qui sont les bactéries à gram négatif, on a pu démontrer que certaines entérobactéries, comme les Klebsiella, pouvaient rester jusqu'à 30 mois sur les surfaces, Pseudomonas aeruginosa également, et les acinetobactères. Et ceci a conduit à la démonstration dans plusieurs articles d'un risque majoré donc de transmission de bactéries, notamment bactéries multirésistantes, dès l'instant où il y avait eu un patient porteur dans une chambre, et le fait qu'on n'arrivait pas à maîtriser la contamination sur les surfaces, et de ce fait, même après nettoyage des chambres, lorsqu'un patient suivant rentrait, il n'avait plus de risque d'être contaminé par la bactérie antérieurement présente que s'il était rentré dans une chambre qui n'était pas antérieurement contaminée. Diapositive suivante. Un autre aspect très important, c'est qu'au niveau des surfaces, on va retrouver la notion qu'une fois les micro-organismes déposés, ils peuvent adhérer et proliférer sous forme de biofilms, notamment s'ils ont des substrats, protéines ou autres. Et de ce fait, ces biofilms vont conduire aussi à une limitation de la maîtrise des contaminations environnementales,
puisqu'ils vont avoir comme caractéristique de permettre aux micro-organismes une perte de sensibilité à tous les traitements antimicrobiens, qu'ils soient physiques ou chimiques. Donc, on a une perte d'efficacité, y compris des désinfectants, qui est majeure lorsqu'on est sous forme biofilm. Donc, on retrouve bien ici, sur tous ces aspects-là, la notion très importante en termes de prévention, qui est de nettoyer, voire désinfecter les surfaces régulièrement. La notion de régularité est importante. Mais on voit aussi, très classiquement, dans les secteurs où on a besoin de ces actions, que cela pose des problèmes à la fois de faisabilité, puisqu'il faut énormément de temps, de formation du personnel, d'attention du personnel pour être sûr que toutes les surfaces sont traitées. Et d'autre part, nous sommes avec des produits chimiques la plupart du temps, et donc on a un risque également pour le personnel par rapport à l'utilisation fréquente et mauvaise utilisation souvent de ces produits. Diapositive suivante. Et donc, les messages qu'on peut retenir de cette première partie et qui est très succincte, c'est que quel que soit l'environnement considéré, les surfaces au sens large, y compris celles des dispositifs médicaux, donc ça concerne vraiment le secteur santé, servent de réservoir de contamination et peuvent secondairement être responsables d'infections. Comme je vous l'ai dit, les méthodes actuelles de maîtrise reposent essentiellement sur des traitements chimiques associés ou non à des traitements physiques, avec le fait d'assurer une reproductibilité et l'atteinte de toutes les surfaces, qui est très difficile à maîtriser. Et de ce fait, on voit apparaître des méthodes innovantes qui ont été et sont développées. Donc, on a différents aspects. On a même vu apparaître des traitements par les UV, avec un problème quand même d'atteinte de toutes les surfaces, là encore. On a ce qu'on appelle les systèmes DSVA de désinfection des surfaces par voie aérienne, où il y aura diffusion d'un produit sous forme micro-gouttelette ou vapeur qui va permettre une atteinte théorique de toutes les surfaces d'une salle fermée. Et puis, est apparue, et je dirais beaucoup plus récemment en termes de recherche, la notion de surface antimicrobienne. Donc, sur cette notion-là, bien évidemment, on a des données antérieures qui vont concerner le cuivre, l'argent, des surfaces de ce type. Sur les dispositifs médicaux, notamment implantables, il y a eu aussi beaucoup de travaux antérieurs réalisés. Mais l'idée que cette notion de surface antimicrobienne pouvait nous permettre de maîtriser en continu les contaminations avec le fait d'éviter la dissémination et donc des effluents très chargés en produits biocides est apparu beaucoup plus récemment. Diapositive suivante. Et donc, si on regarde la notion de surface antimicrobienne, on peut la considérer sur différents aspects. On peut considérer qu'on peut avoir des surfaces dites courantes pour l'ensemble de la population, qui peuvent donc être de nature antimicrobienne. Ça peut être la surface des dispositifs médicaux classiques. Ça peut être donc c'est la notion de matériaux. Et d'un autre côté, on aura toute une notion un peu particulière qui est la surface des dispositifs médicaux implantables. On va retrouver plutôt sous le terme biomatériaux. Et vous avez dessous les différents types de surfaces antimicrobiennes, ou du moins de quelle manière est-ce qu'on considère que ces surfaces présentent une activité antimicrobienne. Et on a trois grands aspects. On peut incorporer dans la matrice même du matériau des molécules antimicrobiennes. On peut greffer ou absorber des molécules antimicrobiennes en surface, voire les déposer sous forme de film, de peinture, etc. Et on peut avoir des produits qui présentent des propriétés intrinsèques naturelles, comme le cuivre ou l'argent. Diapositive suivante. Et ceci m'amène à parler des aspects réglementaires. Comme je vous l'indiquais, comme la notion de préparation, de fabrication de propriétés antimicrobiennes évolue rapidement avec des nouveaux concepts de dépôt de matériel antimicrobien ou d'incorporation, on a des aspects réglementaires qui évoluent aussi en parallèle, mais on va voir qu'il y a des lacunes. On va retrouver au niveau réglementaire certains produits qui sont considérés sous la directive biocide, de la directive biocide. La directive biocide est pour les substances actives
considérés biocides, c'est-à-dire présentant une activité vis-à-vis du biologique. Et à l'intérieur, on va retrouver la notion d'activité antimicrobienne. Et de ce fait, dans ce cadre-là, c'est bien l'idée qu'on a une substance active biocide initialement et qu'on va fabriquer des produits contenant cette substance active et qui seront sur le marché. Et l'idée est de maîtriser le choix, la sélection de ces substances actives et des produits et de valider les produits qui auront une autorisation de mise sur le marché. À l'intérieur de cette directive biocide, il existe un chapitre particulier qui concerne ce qu'on appelle les articles traités. Et donc, dans cette notion d'article traité, il s'agit en fait de considérer qu'on a une substance active antimicrobienne, on démontre son efficacité et cette substance active peut servir à rendre un article donc antimicrobien, mais il y a des subtilités, comme toujours dans ces cas-là au niveau réglementaire, c'est-à-dire qu'une peinture ou un revêtement qui peut revendiquer d'être un produit biocide va être uniquement dans les produits biocides. Par contre, donc, si on met sur le marché une table matérielle avec un objectif antimicrobien, c'est-à-dire que le produit qui est mis sur le marché revendique une activité antimicrobienne une fois que le produit est présent, ça devient un article traité. Et donc, ça complexifie énormément le travail pour les fabricants, puisqu'en fait, à partir du moment où vous fabriquez juste un produit biocide, vous devez déposer un dossier biocide. Si vous donc fabriquez un article traité, vous devez également, mais autant on a des normes précises d'évaluation pour les produits biocides, autant pour les articles traités, à ce jour, même dans la documentation donc, de l'ECA concernant les biocides, nous n'avons pas d'indication précise concernant les méthodes d'évaluation. Et on le voit bien aussi, il existe énormément de produits qui vont être un peu borderline ou qui ne vont être finalement, qui ne vont pas appartenir à cette réglementation et pour lesquels on a très peu d'indications concernant ce qu'il faut faire. La seule indication qu'il existe dans la documentation biocide concernant les articles traités, c'est de réaliser des essais dans des conditions pratiques d'utilisation, c'est-à-dire des essais réels, sauf que avant de passer à un essai réel, il faut valider qu'on a bien quelque chose d'efficace et il nous manque cette phase-là d'évaluation. Diapositive suivante. L'autre aspect dont je vous parlais, c'est la notion de dispositifs médicaux. Et comme je l'ai expliqué, on a des dispositifs médicaux et on a des dispositifs médicaux implantables, c'est-à-dire qu'on a à la fois des matériaux et des biomatériaux. Et donc, dans ce cadre-là, on a par contre des définitions et des indications concernant les méthodes d'évaluation. Donc, je vous ai indiqué ici les deux que je considère principales, notamment la norme ISO 10993, avec toute la série, 1 et jusqu'à 20, qui concerne l'évaluation biologique des dispositifs médicaux. Et vous allez retrouver dedans tous les principes d'évaluation et de gestion du risque, d'évaluation du risque, et avec une proposition d'essai à réaliser qui va de la génotoxicité pour la partie 3 à la cytotoxicité in vitro, etc. Et vous avez l'ISO 14971 qui est la norme indiquant l'application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux. Et si on regarde donc cet ensemble de données, autant sur la directive biocide en France, c'est quelque chose qui est géré par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité et donc environnement et travail. Mais nous avons également sur les aspects dispositifs médicaux l'implication d'une autre agence qui est l'Agence nationale de santé et qui, elle, donc, et des médicaments, et qui, elle, va s'occuper à la fois des dispositifs médicaux, comme elle le fait des médicaments, et beaucoup plus récemment, comme elle le fait pour les cosmétiques. Et donc, on voit bien ici que beaucoup de produits qu'on pourrait considérer comme des surfaces antimicrobiennes, notamment si vous envisagez un conditionnement antimicrobien, il va tomber sous le cadre de cette réglementation dispositifs médicaux.
Mais comme je le soulignais précédemment, on voit bien que beaucoup d'utilisations ou de concepts de surface antimicrobienne, pour l'instant, sont un peu à l'interface entre les deux, ou donc ne vont pas être parfaitement définis sur le plan réglementaire. Diapositive suivante. Si l'on regarde maintenant la partie qui nous intéresse ici, c'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'on peut évaluer l'activité antimicrobienne de ces surfaces, deux points essentiels. Au niveau de la communauté européenne, nous avons un comité technique 216 chargé des normes d'évaluation des antiseptiques et désinfectants. Je préside actuellement ce TC et il a été parfaitement défini au sein du TC de manière collégiale qu'il n'était pas concerné, ou du moins pas en premier lieu, par l'évaluation des surfaces antimicrobiennes. C'est-à-dire qu'il faudrait créer un nouveau comité pour évaluer ce point. Donc, ce comité a été créé au niveau français. Il existe donc une commission française concernant les surfaces antimicrobiennes, puisque nous avions défini qu'il existait une lacune importante. Après le slash, vous voyez que j'ai mis quelques références ISO. Ce sont les normes qui sont proposées à l'heure actuelle internationales concernant l'évaluation de l'activité antimicrobienne de surfaces plastiques et de textiles. Alors, antimicrobienne au sens bactéries et virus. Là, vous avez les 4 noms qui sont proposés et qui existent aussi au niveau japonais. La problématique de la plupart de ces normes, c'est qu'elles ne permettent pas réellement une démonstration de l'efficacité dans des conditions représentatives d'usage, à savoir, si je prends la norme de bactéricide classique, l'ISO 22196 qui correspond à la GIS Z2801, on nous demande d'évaluer l'activité antibactérienne après 24 heures de contact, à 36 degrés et à plus de 90% d'humidité, c'est-à-dire très loin de la vie d'une surface dans des conditions normales. Donc la notion est bien quel test pour quelle activité antimicrobienne, avec 3 points essentiels. Si je regarde bien ces normes, les normes ISO, elles sont essentiellement plutôt basées sur une caractérisation d'un effet inhibiteur de croissance, voire partiellement destructeur. Mais on le voit bien ici qu'avec les attentes actuelles concernant les maîtrises en termes de risque de pandémie, de pathogènes émergents et autres, la notion est bien plutôt l'idée que les surfaces permettant une bonne maîtrise devraient conduire à une destruction progressive des micro-organismes qui sont déposés sur la surface. Comme je vous l'indiquais, ceci donc a conduit à créer la commission FNOR S95S concernant la mise au point de nouvelles techniques pour l'évaluation de l'activité des surfaces. Et comme l'indiquait Jean-Philippe au départ, ceci nous a permis de monter à l'ISO et d'avoir une validation du fait que nous créions une commission ISO concernant aussi des nouvelles méthodes d'évaluation de ces surfaces antimicrobiennes. Et vous voyez que le troisième point que j'ai souligné, c'est qu'à l'heure actuelle, nous n'avons aucune méthode normée qui permette d'évaluer l'effet inhibiteur d'adhésion des micro-organismes et l'effet limitation de la formation de biofilms sur les surfaces, ce qui va devenir certainement un enjeu majeur. Donc, bien évidemment, dans les surfaces classiques, je dirais qu'on peut maîtriser par le nettoyage fréquent, etc., ou le fait d'avoir des surfaces classiques. Il ne faut pas oublier que cette notion de formation de biofilms, elle concerne tous les réseaux où on a des phases liquidiennes qui passent, avec des formations de biofilms très, très importantes, et que donc, il y a un enjeu majeur aussi à ce niveau. Diapositive suivante. Comme je l'ai indiqué, nous travaillons donc à la fois sur la notion de conditions d'essai, essayer de normer, de proposer des essais normalisés qui sont beaucoup plus proches des conditions d'usage des surfaces, mais il faut prendre en compte aussi la notion de domaine d'activité. Donc classiquement, si je reprends ce qui se fait à l'Europe et également dans le TC 216, 3 grands domaines sont définis, le secteur médical, le secteur vétérinaire et tout ce que j'appellerais industrie agroalimentaire, etc.
Ce qui fait que les conditions d'essai peuvent aussi être proposées avec une adaptation par domaine d'activité. Et ces adaptations vont concerner à la fois les micro-organismes tests, les conditions de contact en termes de température et d'humidité relative. Si nous avons une chambre froide qui donc est indiquée avec des antimicrobiennes, il est clair que nous devons réaliser des essais à des températures de l'ordre de 5 à 7 degrés pour valider que l'activité antimicrobienne est bien présente à la température d'usage. Et le dernier point en rouge, c'est qu'il va falloir aussi définir quels sont les temps de contact et les niveaux d'activité attendus. C'est-à-dire que pour le secteur tertiaire, on peut se dire que dans beaucoup de cas, on n'a peut-être pas besoin d'une destruction rapide des micro-organismes. Par contre, pour d'autres applications, on va s'attendre à ce qu'en une heure de contact, on ait déjà une réduction significative de la population microbienne. Et derrière tous ces aspects, il y a tout, je dirais, le suivi de ces surfaces antimicrobiennes qui va être de définir quelles sont les conditions d'entretien, c'est-à-dire avec quels produits de nettoyage ou autres elles sont compatibles, quelles sont leurs durées de vie, puisque notamment par rapport à la directive biocide, cette notion de déchets et de vie secondaire des produits est très importante, et va se retrouver aussi la partie relargage, puisque l'idée dans une surface antimicrobienne, c'est finalement aussi de limiter l'usage, comme je l'ai indiqué précédemment, des nettoyants désinfectants liquides et qui vont être relargués via les steps et autres. Et donc, bien évidemment, il faut aussi limiter éventuellement les relargages à partir des surfaces antimicrobiennes. Je pense, diapositive suivante. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Loïc Marchand de la société Pilote. Merci Christine, et je voulais remercier effectivement déjà en introduction ad hoc pour nous permettre de faire cette présentation aujourd'hui. Donc Loïc Marchand, moi j'ai fondé Pilot il y a une dizaine d'années avec un chercheur toulousain. C'est une entreprise industrielle PME basée à côté de Toulouse. Et on développe depuis une dizaine d'années, donc depuis la création, notamment une technologie antimicrobienne naturelle pour résoudre les problématiques dont Christine vient de vous parler, hein, notamment sur les surfaces antimicrobiennes. Donc, on va pouvoir passer à la première diapositive. En fait, notre approche a été de travailler sur une technologie qui serve de bouclier, en fait, hein, de protection sur les différentes surfaces pour réduire considérablement et durablement la contamination des surfaces. On a pris deux prismes principaux dans nos axes de développement. Le premier qui consiste à travailler sur des procédés de chimie verte et une technologie minérale, à contrario de chimie, on va dire, plutôt moléculaire ou métallique. Et le deuxième prisme de nos développements était vraiment orienté sur la possibilité d'intégrer cette technologie à bon nombre de matériaux sans modifier les procédés de fabrication qui existent. Et donc, par extension, pouvoir apporter cette technologie sur un marché à relativement court terme. Donc, c'est l'approche que nous avons eue chez Pilot pour développer cette innovation qui aujourd'hui est une première mondiale et qui a été développée et qui est fabriquée en région toulousaine, donc en Occitanie et donc à Made in France. Donc l'approche que l'on a est relativement simple, c'est-à-dire que nous avons une production d'additifs minéraux que l'on a choisi dans une taille qui n'est pas nanométrique, hein, qui est une taille micronique. Donc ce sont des petites billes de minéraux et vous m'entendrez parler de microsphères, sphère par la forme de la bille et puis micro par la taille. Donc microsphère étant dans le vocabulaire utilisé chez nous les additifs minéraux que l'on produit sur notre site toulousain. Donc on utilise pour ça un procédé propre au sens clean tech, hein, chimie verte. Ces additifs sont ensuite intégrés dans les matériaux au travers des procédés conventionnels, comme je vous le disais, avec deux finalités.
une finalité qu'on va plutôt résumer en couches, c'est-à-dire tout ce qui va être des peintures ou des vernis, et une finalité, donc avec une application dédiée de ces formules sur des surfaces, et une application plutôt en masse, c'est-à-dire intégration dans la masse du matériau qui compose tout ou partie du produit ou de la surface. Et donc là, on a une intégration dans des procédés industriels beaucoup plus lourds, beaucoup plus intégrés, et qui nous permet d'aller traiter au final et activer des surfaces aussi bien sur des produits par une deuxième application, donc là c'est l'application couche, ou des produits dès leur fabrication, donc plutôt en fabrication en masse. Le principe est effectivement d'avoir une action antimicrobienne par contact à la surface de ces produits, de ces équipements, et d'avoir une action, un mécanisme d'action qui, comme le disait Christine sur la notion de déchets, de relargage et de durée de vie, en fait, puisse répondre à ces trois critères. Et pour ça, on a développé cette technologie sur base minérale qui est incrustée dans la matière et qui va rester incrustée dans la matière, donc sans avoir de migration. Et je vous expliquerai le mécanisme de réaction un petit peu plus tard. Donc les différents bénéfices qui ont été testés et certifiés sur notre technologie depuis une dizaine d'années, à la fois une action rapide, stable, donc c'est des petits cailloux, si je peux le dire comme ça, qui sont finalement des cailloux très techniques, bien évidemment, mais qui restent en termes de stabilité physico-chimique extrêmement stable. Donc l'action est rapide, stable et permanente, avec une efficacité qui a bien évidemment été testée en laboratoire, laboratoire indépendant et certifié, notamment dans le cadre de la pandémie que nous avons connue il y a encore quelques temps, et malheureusement pas terminé complètement, les coronavirus humains, avec une action en 1 heure d'environ 90% de destruction, et en 24 heures, donc pour coller aux normes, et pouvoir comparer les différentes espèces, à 24 heures, nous sommes à plus de 99,9%. De même sur bactéries, où nous sommes à plus de 99,39 derrière la virgule en 24 heures. Donc c'est une technologie qui a l'avantage de pouvoir être très large en termes de spectre d'activité, aussi bien sur des bactéries résistantes, les virus. Je vous présenterai quelques exemples en fait d'activités sur ces espèces de micro-organismes. C'est entièrement minéral, donc c'est intégré vraiment dans la masse ou dans la couche en fait que l'on va appliquer. Donc il n'y a pas d'application complexe de cette technologie. C'est relativement rapide à implémenter et facile sur les différents équipements existants. Donc c'était vraiment en phase par rapport à la crise que l'on a connue. Et je vous présenterai aussi, c'est dans le titre de la présentation, les produits existants avec cette technologie. Ensuite, on a effectivement une intégration qui se fait dès la conception en fait, des matériaux, et le tout sans changer les procédés de transformation. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui dans beaucoup d'industries avec lesquelles nous avons eu des partenariats. Nous avons des partenariats et nous avons eu des communications communes, que ça soit dans les matières plastiques, que ça soit donc pour faire aussi bien de l'injection, de l'extrusion, différentes mises en forme en fait de ces matières, des caoutchoucs, des silicones, des peintures, des films, et j'ai pas mal d'exemples à vous montrer aussi. L'idée, c'est d'être aussi sur une technologie qui puisse résister au nettoyage et à la désinfection des surfaces, notamment dans les milieux hospitaliers, dans les EHPAD, etc., qui ont des protocoles très drastiques dans ce domaine, et des produits qui sont aussi très agressifs. Donc là, la résistance a pu être démontrée. Une robustesse dans le temps, j'en parlais tout à l'heure, avec plus de 50 mois de tests effectués. Alors, on a la même activité à T0 au démarrage du test, avec un produit frais, entre guillemets, c'est-à-dire qui vient d'être fabriqué, et un produit qui a vieilli plus de 4 ans. Donc on a arrêté les manips après 4 ans pour l'exemple que je vous donnerai. Évidemment, on peut poursuivre ce test assez longtemps. On a une absence de cytotoxicité, donc ça c'est important, ça veut dire qu'on arrive à détruire des micro-organismes, mais on ne touche absolument pas aux cellules humaines. Donc ça c'est un point fondamental pour la safety.
Et pour finir, nous avons une technologie qui est brevetée au niveau international, aussi bien depuis le procédé de chimie verte, qui nous permet de fabriquer ces petites billes, que ces petites billes elles-mêmes, que l'intégration dans les matériaux de ces petites billes, que les performances que l'on obtient à la fin. Slide suivante. Voilà. Donc, en résumé, l'action antimicrobienne de Pilot vient de la production de ces additifs, leur intégration dans des couches ou dans des masses, mais en tout cas de surfaces de produits ou de matériaux qui deviennent activés par notre technologie. Et on peut passer à la slide directement suivante où je vais rentrer beaucoup plus dans le détail de l'action, merci, antimicrobienne. Donc l'idée c'est d'avoir une réaction avec deux principes. Le premier c'est d'avoir des microsphères, donc vous voyez ici les petites billes vertes qui sont intégrées dans un matériau un peu plus translucide, vert un peu pâle. Donc à la surface de ce matériau, nous avons en fait certaines de ces microsphères qui sont présentes. Ce sont ces microsphères-là qui vont travailler, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réaction catalytique à la surface de ces microsphères, et ce ne sont pas donc les microsphères elles-mêmes qui vont être destructrices des différents micro-organismes, mais bien une espèce secondaire qui est générée par la réaction catalytique à la surface des microsphères. Donc les microsphères ne sont pas consommées, elles restent incrustées dans le matériau, ce qui veut dire que nous avons deux effets importants. Le premier, c'est que comme il n'y a pas de consommation, ça explique pourquoi nous avons d'aussi bons résultats dans la durée de vie de la fonction antimicrobienne elle-même. Donc pas de consommation égale toujours des microsphères en surface, égale une durée de vie très, très longue. Le deuxième aspect très important, c'est qu'il n'y a donc pas de relargage. Les microsphères n'ont pas à sortir de ce matériau pour être destructrices, puisque ce n'est pas le mécanisme, comme je vous l'explique ici. Au contraire, elles doivent rester dans la matière, ce que l'on obtient avec notre technologie. Et il n'y a donc pas de pollution, de contamination du milieu environnement par des matériaux qui seraient relargués. Deux aspects fondamentaux que rappelait Christine sur la réglementation biocide, mais qui, à mon sens, ont aussi un impact fondamental sur la conception d'une technologie par les consommateurs, les utilisateurs, les usagers. Donc on a une destruction qui se fait par une espèce réactive qui est générée donc à la surface des microsphères. Cette espèce réactive est une décomposition finalement de l'humidité ou de l'air qui va en fait être très réactive, elle, par rapport aux différents micro-organismes, bactéries, virus, levures moisissures, et qui vont, en fait, ces espèces réactives se recombiner une fois qu'elles ont terminé leur cycle. Et le cycle est à peu près de quelques nanosecondes. Donc en fait, on a une génération en continu à la surface de ces espèces réactives qui vont venir détruire les germes et qui vont se recombiner, ni plus ni moins. Donc il n'y a pas de formation d'une quelconque pollution par rapport à cette réaction chimique. Et les espèces réactives en question sont des radicaux hydroxyles qui sont tout à fait connus dans la littérature. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà, alors quelques mots sur la technologie de production, c'est-à-dire comment finalement une entreprise innovante il y a 10 ans a pu arriver à travailler sur l'ensemble de cette chaîne depuis le procédé, les microsphères et les différentes applications dont on va parler après. Donc en fait, tout est parti d'un procédé qui était développé au CNRS de Toulouse, que nous avons pris à bras le corps pour l'industrialiser, faire l'upscale en fait de ce procédé. Donc c'est un procédé qui a beaucoup d'avantages sur le principe qu'il est déjà de chimie verte. Mais pourquoi il est de chimie verte? Parce que c'est un procédé qui est en continu, qui est en une seule étape, avec des volumes réactionnels qui sont extrêmement faibles, donc un niveau de risque quasi nul, très faible. Le solvant utilisé dans ce procédé, c'est l'eau, donc pas de solvant organique. Tout ce que l'on met dans le procédé est transformé, donc il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de rebut, et on a simplement un système de chauffage par
par électricité, en fait, nourri par l'énergie électrique, qui va nous permettre, si on regarde le petit schéma en haut à droite, que vous avez ici avec une variante du jaune au rouge, qui va nous permettre finalement d'avoir un certain nombre de micro-réactions dans des gouttelettes d'eau, en fait, de solution que l'on fait passer dans le procédé. Donc on obtient des microsphères par mémoire de forme de la gouttelette de départ. Et donc vous voyez la micrographie juste en dessous. On est sur des microsphères qui ont l'avantage d'être à la fois très sphériques, un coefficient de sphéricité très important, et également qui ne sont pas collés les unes aux autres, pas soudés les unes aux autres. Ce qui fait que vous avez en fait une capacité à disperser de manière homogène ces microsphères dans tout un tas de matériaux. Et notamment la granulométrie y contribue beaucoup, puisque vous voyez, on a une répartition granulométrique qui est très resserrée industriellement, avec une taille moyenne entre 2 et 5 microns. Donc on est très loin du domaine du nanomètre et on est sur une taille, en fait, un range de taille qui est extrêmement intéressant pour aller répartir de manière homogène et ne pas perturber les procédés, que ce soit de l'injection plastique, on ne change rien dans le procédé, on ne rallonge pas la durée de fabrication, le temps de cycle, et on n'endommage pas par la forme sphérique les outillages. On peut passer à la suivante. Donc, quelques exemples d'applications qui sont des applications immédiates, c'est-à-dire que là, on travaille à l'intégration de cette petite bille dans différents procédés. Donc, vous avez, en partant de la gauche, en haut à gauche, donc milieu gauche, on va dire, des applications dans la plasturgie, donc avec ici un partenariat que nous avons pour des bouchons de boissons. Donc des matières plastiques qui sont injectées à très forte cadence, des cadences très élevées de production. Nous avons, et j'y reviendrai, des films adhésifs avec le partenariat avec la société Jargon Industrie, donc société française, qui ici a une surface activée par notre technologie, dans la surface externe du film adhésif, qui va permettre d'appliquer ce film en fait, et donc d'activer des surfaces antimicrobiennes par simplement dépôt de ce film ou dépose du film adhésif sur les surfaces. Ensuite, on a le caoutchouc, on a les peintures. Alors dans les peintures, on a un partenariat avec une société locale, donc Occitanie, donc Mapaero, sur des peintures antimicrobiennes qui, pour le coup, sont des peintures très techniques puisqu'elles sont conformes en fait aux normes et aux standards aéronautiques. Ensuite, on travaille sur des différents types de coating, je le disais, des vernis, des différents types de revêtements. Je ne vais pas faire le détail ici. L'idée, c'est plus de vous présenter un peu un panel de choses possibles. Donc, on a notamment des films extrudés laminés avec la société Amcor, donc pour la fabrication d'un certain nombre de produits, notamment dispositifs médicaux, comme les sirops liquides en stick. Et on a différentes applications en résine, en fibre, donc que ce soit pour faire des pinceaux, comme vous le voyez ici, de maquillage. Donc on a les microsphères qui sont intégrées directement dans chacun des poils du pinceau, dans la masse, au cœur du matériau qui constitue le poil lui-même. Et c'est les mêmes technologies, si vous voulez, pour faire tout ce qui va être textile. Donc en résumé, avec ces applications, on peut faire, ce que j'aime bien souvent dire, c'est du sol au plafond, c'est-à-dire aussi bien dans des matériaux résine, donc sur le sol ou surface adhésive, que des peintures, que des parties en plastique. Et donc on peut aussi faire des sièges, c'est le cas d'ailleurs, on fait des sièges en fait en textile avec ce type de fibre. Donc c'est une technologie qui peut être déployée pour venir sur tous les points saillants de risque de transmission, de contamination et de transmission microbienne. Donc en slide suivante. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure de 10 années de recherche. On n'est pas peu fiers d'arriver après 10 ans de recherche à une technologie qui à la fois répond à une participation forte dans le cadre de la crise sanitaire que nous avons ici avec le
coronavirus, et qui, par ailleurs, a pu être développé industriellement avec un premier produit lancé commercialement, donc CoverSafe, qui est un nouveau film adhésif antimicrobien unique au monde et qui est efficace contre les coronavirus, qui a été certifié sur ces micro-organismes, mais également sur d'autres virus et des bactéries. Donc c'est pour nous une mise en fait en avant, une étape importante en fait du développement de l'entreprise Pilot par la mise sur le marché, la disponibilité. Vous avez sur le site de Gergon Industrie en fait un lien vers un site de e-commerce où chacun à la maison, les entreprises individuellement, les plus petites, les plus grandes, les collectivités, etc., peuvent les commerces peuvent aller acheter directement des rouleaux de films pour pouvoir déployer en fait une sécurisation et aussi rassurer les différents utilisateurs, usagers, salariés en fait des différents lieux de vie ou lieux où le film est apposé. Donc c'est une technologie dont je vous ai parlé. Le principe, effectivement, c'est de pouvoir répondre rapidement dans le cas d'une crise comme celle que nous avons connue, mais aussi et surtout, je dirais, de pouvoir être à la fois sur la crise, mais sur on va dire, quelque chose qui aussi est utile dans le quotidien. On en parle moins, mais tout ce qui est gastro-entérite, tout ce qui est grippe, Christine l'a rappelé dans ses premières diapositives, sont des choses dont on parle peu, en tout cas peu pas aussi fortement que ce que l'on a connu ces dernières semaines, mais qui a un intérêt fort, c'est que le déploiement de cette technologie au travers de films, notamment adhésifs avec Gergon Industries, permet d'être mis en place pour 4 ans. C'est la durée dont je vous parlais pour certifier nos technologies, et donc d'avoir une efficacité coronavirus, mais aussi demain pour cet hiver, la gastro-entérite, la grippe, des bactéries résistantes, et donc venir contribuer dans l'arsenal de lutte contre la propagation de toutes ces pandémies. Voilà. Donc en slide suivante. Alors, je vais juste très schématiquement, parce que c'est le principe pour moi, c'est pas de vous faire un cours théorique sur la microbiologie, j'en serais bien incapable. Christine aurait pu le faire largement mieux que moi. En revanche, ce qui me paraît intéressant, c'est de vous expliquer juste le raisonnement en fait qu'ont ces normes. Et pour moi, c'est le point important, c'est qu'on compare toujours un matériau standard, donc le matériau de référence, à un matériau dans lequel on a intégré la technologie Pilot. Ce qui nous permet d'avoir toujours un comparatif à périmètre constant. La seule variable, c'est l'ajout de la technologie Pilot. Donc ça, c'est le point vraiment important, à mon sens, à partager aujourd'hui. Évidemment, on y reviendra sur la plateforme d'expertise microbiologie, dont on a quelques points qui seront précisés par Jean-Philippe en suivant. Notre contribution dans ce domaine est tout à fait évidente pour justement permettre de caractériser au mieux des technologies innovantes et uniques au monde comme la nôtre sur des cas d'usage. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur la mise en place de tests adaptés, spécifiques. Donc c'est un travail de longue haleine et sur lequel on a beaucoup de difficultés à le faire ça seul, pour être tout à fait clair. Donc là, l'idée des normes, c'est donc notamment l'ISO 22196, la japonaise qui est l'équivalente, ou celle sur les virus, c'est vraiment de faire ce test. Et en slide suivante, je vais vous montrer quelques résultats qui en fait permettent simplement de bien comprendre de quoi on est en train de parler. Voilà, donc alors le principe, c'est d'avoir effectivement, dans le cadre de la crise, une certification coronavirus qui a été passée, donc avec une réduction des virions infectieux en 1 heure qui est à peu près de 90%, ce qui est déjà voilà, significatif par rapport aux problématiques actuelles, et une réduction normée en 24 heures qui est supérieure à 99,9%. Alors effectivement, c'est vrai pour des surfaces peintes, mais aussi pour les films plastiques, notamment les films CoverSafe. On a par ailleurs passé ces tests sur d'autres virus, historiquement chez Pilot, puisque en 10 ans, on a eu le temps d'en faire un certain nombre.
on va dire des génériques, mais aussi des virus ou des bactéries ou des micro-organismes plus spécifiques aux différentes applications dans lesquelles nous sommes. Donc effectivement la grippe, la gastroentérite, l'herpès, et puis aussi un des virus de la conjonctivite qui est extrêmement intéressant pour des applications dans lesquelles nous sommes en pharmaceutique ou en cosmétique, pour le contour des yeux ou les comptes-gouttes ophtalmiques. Voilà, donc sur la slide suivante, on va pouvoir regarder effectivement, alors la mise en page est un petit peu perturbante, mais en gros, vous avez ici des tests qui sont réalisés sur bactéries où on reprend en fait des, euh, des résultats sur bactéries, on va dire celles les requises par les règles, les normes, mais aussi des bactéries plus applicatives comme la listeria, la salmonelle, donc plutôt dans le domaine alimentaire, mais aussi les deux dernières que vous avez ici qui sont plutôt liées à la flore nasale, donc dans toutes les applications qu'on peut imaginer autour que ce soit des sprays nasaux, des mouches bébés ou tout un tas de produits de ce type. On a des bactéries résistantes bien sûr qui ont été testées, je vous le disais, donc avec des niveaux de performance importants. Donc l'idée ici, c'est de vous laisser ce message d'un large spectre et d'une destruction importante, donc qui ne générera pas de résistance bactérienne. En suivant, vous avez ici donc les résultats des essais qui ont pu être menés après l'application. Alors ici, ce sont un type de résultats, il y en a bien d'autres, mais en fait, des désinfectants en fait, hospitaliers qui font partie des plus agressifs hein, pour les surfaces et pour les technologies qui y sont intégrées. Donc une activité qui est maintenue avec une réduction, vous voyez la colonne avec le rectangle vert, alors c'est un peu faible, mais en gros c'est toute la colonne où vous voyez 0 partout. Ça veut dire que notre technologie n'est pas impactée, n'est pas déstabilisée par rapport à l'application de ce type de désinfectant. Donc un maintien de stabilité dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, merci. Donc là, on a les essais qui ont été menés sur la robustesse dans le temps. Donc après différents types de conditions de stockage. Donc tous ces résultats sont également publiés par ailleurs. Et je précise que tous les résultats présentés dans la présentation, dans tout ce que l'on fait en fait chez Pilot, c'est une politique d'entreprise. Tous les résultats sont obtenus par des laboratoires indépendants et certifiés. Nous n'avons pas en fait réalisé ces essais par nous-mêmes. Voilà, donc en slide suivante. Donc, ce qui était intéressant et important, c'est bon, d'avoir la reconnaissance de nos pairs au travers des awards que l'on a eu. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté en introduction. Je suis passé un petit peu vite, mais la technologie est une première mondiale. Donc, on a été récompensé dans le domaine de la pharmaceutique, dans le domaine également de la cosmétique, récemment à New York l'an dernier. Et vraiment l'idée de Pilot, depuis une dizaine d'années, c'est vraiment la trajectoire que l'on poursuit et sur laquelle on est arrivé avec ce premier lancement commercial, CoverSafe, c'est d'avoir une technologie qui réponde à la problématique à la fois d'avoir des produits ou des surfaces plus propres, plus saines, plus safe hein, en anglais, et plus vertes au sens de mettre moins de produits nocifs ou toxiques ou à problématique environnementale. L'idée derrière, c'est effectivement aussi d'être du sol au plafond, mais ça veut dire aussi pas simplement dans un secteur applicatif donné. Il faut pouvoir le faire dans beaucoup de secteurs, parce que la problématique de contamination ne s'arrête pas à un secteur, malheureusement. Donc l'idée, c'est que nous avons travaillé une technologie qui est conforme aux pharmacopées internationales. Donc les trois premiers logos que vous avez, c'est la pharmacopée européenne, américaine et japonaise. La Food Drug Agency, évidemment, pour toute la partie drogue, mais aussi pour la partie food, hein, puisque la technologie est listée parmi les grasses substances, donc les substances généralement reconnues comme safe. On a une technologie qui est certifiée CoCert Cosmos, donc, qui est très utile pour les peintures, mais surtout probablement plus pour les cosmétiques. Et puis une technologie qui a été certifiée sur les différents standards internationaux
à date et qui le sera, en tout cas on y travaille, sur des futures normes antimicrobiennes, et puis qui aussi répond à la problématique de réglementation biocide qui est en ligne, en alignement avec cette réglementation également. Donc une capacité à répondre finalement à la fois d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technique, industriel, d'un point de vue secteur d'usage, pharma, cosmétique, alimentaire et beaucoup de secteurs industriels, l'aéronautique j'en parlais, mais aussi tous les lieux de vie, et donc d'être une nouvelle arme sur la lutte dans cette transmission en fait des germes. Voilà, donc en suivant normalement la présentation devrait s'arrêter, voilà, et je vais pouvoir laisser la main à Jean-Philippe pour clôturer ce webinaire. Oui, merci Loïc. Donc, juste pour conclure, trois petits slides pour vous parler effectivement. Donc, comme je vous l'ai introduit assez rapidement, un travail mené sur une étude sur les matériaux intelligents qui dégage un axe potentiel de travail sur les matériaux microbiologie. Et à l'heure actuelle, une première préfiguration, il s'agit bien de préfiguration d'un pôle d'expertise qui pourrait être mis en place dans notre région sur notamment les préventions des risques infectieux. Donc, les objectifs globaux sont clairement précisés. Il s'agit d'une structure capable de pouvoir maîtriser ces nouveaux enjeux par une recherche anticipative et qui vise de maîtriser les risques d'infection nosocomiale par de l'optimisation de procédés, notamment dans le secteur de la santé et des produits et des matériels, et bien évidemment aussi qui vise à maîtriser la dissémination de micro-organismes à risque dans d'autres domaines comme celui du tertiaire, les transports, l'agroalimentaire et les cosmétiques. Ça serait donc l'objectif de ce pôle d'expertise matériaux. Ce qui a été pensé dans cette préfiguration, c'est en gros, voilà comment ça pourrait tourner, sachant qu'il s'agit d'une base initiale. Il y a une gouvernance commune qui pourrait être public-privé. Il y a des axes stratégiques qui seraient mis en place dans le cadre de ce pôle. Les explorations partenariales, donc ça va être toute la partie R&D, tout ce qui va être réflexion sur les besoins sociétaux, la mise au point des procédés. Mais je pense qu'il faut surtout insister aujourd'hui sur les protocoles, puisque ce que vous avez entendu tout à l'heure, Christine, qui disait qu'effectivement, dans chaque secteur d'activité, il va falloir aussi inventer les protocoles. Et je pense que c'est là où c'est très intéressant de travailler en exploration partenariale dans ce domaine. Vous aurez la possibilité, c'est ce qu'on estime être intéressant, de travailler éventuellement sur des POC applicatives, c'est-à-dire la possibilité d'avoir en semi-réel des preuves d'efficacité qui peuvent être menées grâce à des outils qui seraient présents sur cette plateforme. Et puis, aussi, bien évidemment, puisque c'est le cœur de la situation, puisque vous voulez qu'il y ait des évolutions très, très importantes au niveau du volet normatif et du volet réglementaire, retrouver les informations, voire participer à des commissions de normalisation et assurer ou avoir en tout cas un suivi très régulier de ces informations dans le cadre de ce pôle, on va dire. En gros, bien évidemment, en complément de la dissémination scientifique, puisqu'une base de ce pôle sera bien sûr réalisée par le monde de la recherche. Alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très large. C'est-à-dire que si je vous rappelle quand même la logique dans laquelle nous nous situons, stratégie régionale de l'innovation, matériaux et procédés, on pourrait dire qu'effectivement c'est très large parce que ça s'adresse à de multiples supports. Vous avez vu l'intervention de Loïc, hein, c'est finalement assez large les opportunités en tout cas les supports peuvent être très larges, les secteurs d'activité peuvent être très larges, c'est ce qui est détaillé dans la case grisée. On peut aussi travailler sur les concepts et procédés. D'accord. Donc, dans cette démarche-là, on s'aperçoit que si on veut travailler sur ce pôle d'expertise, on peut rentrer bien évidemment sur différentes typologies à la fois d'entreprises, de moyens, et ça peut faire comment dire, des besoins très gros en matière d'investissement. L'idée de la démarche, c'est bien évidemment de rester modeste. Il est hors de question de dire on va bâtir quelque chose d'énorme. L'idée de la démarche, dans un premier temps, nous sommes le 18 juin, il y a eu dans le passé des appels à se mobiliser sur d'autres axes. Là, disons qu'on va essayer de se mobiliser sur comment combattre des micro-organismes. Donc, ce qu'on va rechercher à travers ce webinaire, mais aussi dans le mois qui suit, c'est d'identifier des entreprises locales sur ce thème qui sont intéressées. Pour nous, ça sera très intéressant parce que ça va nous permettre de voir quels sont les secteurs d'activité que l'on réussit à mobiliser sur ce thème et quels seraient éventuellement les investissements qui seraient nécessaires autour de ce pôle d'expertise, si tant est qu'il n'existe pas,
pour pouvoir permettre de mener à bien cette action. Il va falloir aussi trouver des partenaires qui seront les partenaires naturels de la plateforme. Dans ce cadre-là, nous avons déjà une marque d'intention forte de l'IRT Saint-Exupéry, l'Institut de recherche technologique Saint-Exupéry, qui travaille, comme vous le savez, sur l'aéronautique, le spatial et les systèmes embarqués, qui a marqué un intérêt fort donc sur venir participer à cette plateforme. Nous sommes en contact à l'heure actuelle avec le CHU de Toulouse, qui a été abordé dans le cadre de cette démarche, est intéressé, et nous sommes en train d'étudier de quelle façon leur participation pourrait être mise en place. Et puis, bien évidemment, à travers toutes ces démarches-là, il y aura une évaluation primaire des sites susceptibles d'héberger des zones dédiées pour pouvoir faire soit de l'élaboration de matériaux, soit du test et de la mise au point, et des essais en conditions semi-réelles, de façon à mener à bien, peut-être rendre service à une entreprise qui se pose beaucoup de questions autour de cette logique matériaux-microbiologie, et de pouvoir faire Nous avons voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'action qui reste à mener. Le webinaire est terminé. Je vais prendre, si vous le souhaitez, quelques questions que je peux rebasculer sur les intervenants. Voilà, une première question que j'ai, c'est donc plutôt orientée sur le textile. Je ne sais pas si soit Christine, soit Loïc, vous pouvez répondre à cette question. Il y a effectivement beaucoup de textiles qui sont à l'heure actuelle présents dans le milieu hospitalier. Il y a certainement un certain nombre de normes réglementations qui ont été déjà citées dans l'exemple dans l'intervention de Christine. En gros, si on doit parler de surface antimicrobienne, comment on travaille sur une entreprise qui souhaite développer du textile à ce sujet? Comment on travaille sur ce sujet, concrètement? Je reprends la parole. Donc, en fait, sur les textiles, si on reprend ce que je vous ai indiqué sur le plan réglementaire, vous aurez les deux aspects, c'est-à-dire que soit vous relevez de la biocide, de la réglementation biocide, soit de l'ANSM via le fait que ce textile est utilisé en tant que dispositif médical. Et donc, vous devez répondre à ces deux aspects, sachant que donc on a des normes qui sont les normes existantes et qui sont un peu anciennes, ISO concernant l'évaluation des textiles. Sur la partie activité antibactérienne, elles sont vraiment très très succinctes, puisqu'en fait c'est l'idée d'évaluer les diamètres d'inhibition de croissance et en 24 heures, 48 heures, donc vraiment pas très pertinent pour l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et d'autre part, un deuxième point, c'est la partie virus, pour laquelle la norme est un peu plus, je dirais, représentative, si ce n'est qu'il existe encore beaucoup de questionnements sur le comportement des virus par rapport au textile. Les virus ont tendance à s'agréger et donc on peut rencontrer des difficultés sur le plan technique purement pour évaluer l'efficacité d'un textile. Et donc, je n'ai pas développé au moment où j'ai présenté, mais si je regarde la directive biocide, à partir du moment où une substance antimicrobienne est juste absorbée sur un textile, elle ne correspond pas à un article traité, c'est-à-dire que le textile ne devient pas un article traité, c'est la substance active qui doit être déposée ou le produit d'imprégnation s'il s'agit d'une formulation plus complexe. Et du coup, c'est ce produit-là qui devrait être mis sur le marché, enfin considéré comme le produit biocide. Donc nous sommes encore, je dirais, comme je vous l'indiquais précédemment, relativement borderline pour l'utilisation de textiles antimicrobiennes et revendication d'activités antimicrobiennes. Alors, je ne sais pas si je réponds totalement à la question. Par rapport donc à une autre question, c'est une question pour Loïc Marchand de Pilote. Je suis désolé, il y a peut-être un écho.
Les résultats présentés sur les différentes bactéries virus sont réalisés à 36 degrés et 80% RH selon la norme ISO 22196. Comment peut-on alors certifier l'efficacité de vos produits dans des conditions réelles? C'est-à-dire que là, je pense qu'on parle justement sur la problématique des protocoles de test. Oui, bah, c'est effectivement, je pense que c'est tout le sujet dont on vient de discuter depuis le début et probablement les 90% de la présentation de Christine, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut certifier, garantir, tant bien même on a effectivement, je le disais, des protocoles d'essais en réel. Maintenant, ça reste un protocole qui sera toujours soumis à discussion. Et c'est bien l'idée portée au travers de, alors à la fois la plateforme et surtout les comités normatifs, d'avoir quelque chose qui soit validé par nos pairs et qui puisse être aussi utilisé pour comparer technologie à technologie. Donc c'est un sujet de fond et c'est bien ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est bien ce qui nous occupe en fait et ce qui nous a amené à proposer aussi et participer à la création de cette plateforme pour se donner les moyens de combler le manque normatif. Donc après, les normes qui existent sont déjà ont le mérite d'exister, je dirais, comme souvent. Donc on s'appuie sur ce qui existe pour pouvoir avancer. Mais il y a effectivement, comme le disait Christine tout à l'heure en introduction, il y a ce manque qu'il faut combler. Donc c'est ce à quoi on s'attelle. Ok, merci. Alors là, je vois que c'est une dernière question. Ça concerne la plateforme, en fait. Comment ça va se passer? Comment on peut y accéder quand on est une entreprise? Alors, en fait, je vais répondre là directement. Hein, pour l'instant, nous sommes en préfiguration, comme je l'ai bien indiqué dans la démarche. C'est-à-dire que ce que l'on cherche, c'est vraiment à recruter des entreprises qui ont des problématiques, qui souhaitent éventuellement trouver des solutions avec autour d'elles des gens qui ont des compétences complémentaires, c'est-à-dire et additionnelles, comme de l'élaboration de matériaux, comme la capacité de faire des tests, comme la capacité d'amener des solutions, comme la société Pilot, qui peut amener des solutions si tant est que l'entreprise n'a pas elle-même une solution déjà prévue. Donc ça va fonctionner, alors on l'imagine que ça va fonctionner ainsi, d'accord? On est en train de la construire. Ce qu'on souhaite véritablement, c'est finir la structuration de cette plateforme au plus tôt. Donc avec les acteurs qui viendront avec nous, participeront. On essaiera de déterminer donc bien évidemment tout ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne de façon à pouvoir être opérationnelle au plus tôt pour que les entreprises qui aient des besoins puissent venir y trouver la somme des compétences qui lui sont nécessaires pour permettre de résoudre la problématique microbiologie lorsqu'elles le souhaitent. Voilà. Je n'ai pas forcément d'autres questions. Je voulais vous remercier d'abord. Jean-Philippe, juste, je voudrais intervenir sur la question qu'a eu Loïc, juste pour indiquer que dans la démarche que l'on a, donc les travaux qui ont été faits avec Pilote, comme l'a indiqué Loïc, ont été initiés il y a une dizaine d'années. Donc à cette époque-là, on était bien sur la GIS et l'ISO qui étaient en cours. Et là, une partie des résultats qu'a présenté Loïc, notamment sur la souche de coronavirus, correspondent déjà à une adaptation de la norme, puisque quand on indique qu'on a évalué l'efficacité à 1 heure du contact, on est bien sur une adaptation de la norme, puisqu'elle demandait 24 heures. Et ces essais sont faits à température ambiante. Donc l'humidité est maintenue, mais sur 1 heure de contact, de toute façon, la suspension virale peut continuer à être sous forme liquide. Et donc, on a bien un démarrage des essais dans des conditions représentatives de l'usage. Voilà. C'est ce que je voulais juste préciser. Merci. Merci beaucoup. Simplement, voilà, le webinaire est terminé. Vous avez juste sur la dernière slide les mails si vous avez envie de prendre contact avec l'un des intervenants, ne pas hésiter. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous remercier, excusez-moi les intervenants, je vous remercie à tous les participants et puis je vous souhaite à tous un bon appétit, bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.